Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à M. Tabaré Vázquez, président de la République orientale d'Uruguay, que j'invite à prononcer son discours. Señora Presidenta, Madame la Présidente, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants de pays et d'organisations internationales, mes chers amis, j'apporte devant cette enceinte, la plus grande et la plus représentative du monde d'aujourd'hui, le salut du peuple et du gouvernement de la République orientale d'Uruguay. C'est un salut qui exprime notre passion pour la paix et la liberté, notre attachement à la démocratie, au droit, à la justice et à la solidarité, notre engagement dans le développement durable de notre pays et notre aspiration à une humanité qui, et tant pis pour la redondance, est en son cœur l'être humain, tous les êtres humains, sans hommes, femmes, sans aucune exception ni faux semblant. Que tous soient égaux devant la loi et surtout que tous soient égaux face à la vie. Amis, mes chers amis, je suis uruguayen, mais je ne suis pas ici pour vous parler des problèmes de l'Uruguay. Je voudrais en toute modestie vous parler de problèmes qui concernent toute l'humanité. Il y a quelques semaines, l'opinion publique mondiale a été très émue par l'image du corps mort d'un enfant jeté sur une plage après que l'embarcation dans laquelle, comme tant d'autres victimes du conflit qui frappe son pays, il essayait de trouver dans le monde la protection auquel il avait droit, après que cette embarcation ait fait naufrage. La réaction internationale a été immédiate. Espérons qu'elle ne soit pas éphémère, que nous n'oublierons pas cette tragédie qui nous frappe et qui nous fait honte, que nous agirons avec détermination et efficacité pour rechercher des solutions au drame mondial de l'exode de ces millions d'êtres humains. L'Uruguay, un pays qui a été alimenté par l'immigration et en tant que peuple qui a bénéficié de la solidarité internationale lorsqu'il en a eu besoin, l'Uruguay donc reprend à son compte ce devoir auquel il ne peut se soustraire. Il est impérieux d'éviter que ne se répète cette tragédie, mais il est également essentiel d'attaquer les causes qui ont été à l'origine de cette tragédie. Comme toujours, et ça ne vaut pas seulement dans le domaine de la santé, il vaut mieux prévenir que guérir. Prévenir en reconnaissant que les autres, c'est aussi notre prochain, ce qui va beaucoup plus loin que la tolérance. Prévenir en respectant et en promouvant les droits, tous les droits, en misant sur la démocratie comme forme de gouvernement et comme situation pour la société, en éduquant, en formant à une vie digne, à un travail décent et à une citoyenneté à part entière, en respectant la planète sur laquelle nous vivons et qui est la seule qui permette à l'espèce humaine de survivre. Si nous continuons de détruire ce monde, l'humanité n'aura plus nulle part où vivre. Prévenir, c'est également refuser tout type de terrorisme et de discrimination pour qu'il n'y ait plus d'enfants morts sur les plages dans le monde parce qu'ils ne trouvent aucune protection et aucun lieu où vivre. C'est refuser le terrorisme et la discrimination d'où qu'ils viennent et quelles que soient les circonstances. Prévenir, c'est également penser avec audace et agir avec sagesse en fonction des générations de demain, mais comme il n'y a pas d'avenir sans présent, c'est également penser et agir en fonction de nos espérances à nous, de nos besoins et de nos possibilités.
Mes chers amis, il y a un instant, j'ai fait référence à la santé. Cela s'explique par mon expérience professionnelle puisque je suis médecin et que il y a encore peu de temps, j'exerçais ma profession qui est également ma vocation. Mais je parle non seulement d'expérience professionnelle. En tant qu'homme d'État, je comprends parfaitement que la santé publique est un élément essentiel de la souveraineté des nations, un droit des personnes, un facteur de développement des sociétés et une responsabilité auxquelles les États ne peuvent se soustraire. Et c'est dans ce domaine, nous sommes confrontés à une réalité préoccupante au niveau du monde entier, car d'après des études récentes et des rapports de l'Organisation mondiale de la santé, premièrement, la morbidité mondiale est plus imputable maintenant aux maladies infectieuses, contagieuses, aux maladies non transmissibles, qu'aux maladies contagieuses. Et deuxièmement, les maladies chroniques, par exemple les cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux, représentent actuellement les premières causes de décès partout dans le monde. Si on ajoute à cela d'autres maladies non transmissibles qui sont dues essentiellement au mode de vie, eh bien, il n'y a plus grand-chose à ajouter à ce que je viens de dire. Plus de 60% de la morbimortalité dans le monde est imputable aux maladies chroniques non transmissibles. Maladies cardiovasculaires, cancer, maladies pulmonaires obstructives chroniques, diabète, etc. Et donc, il nous reste du pain sur la planche. Et c'est un travail qui ne connaît pas de frontières, car le problème n'a pas de frontières et ne reconnaît pas de frontières. À tel point que, pour brosser le tableau à large trait de ce paysage mondial compliqué, il y a beaucoup de pays à revenus faibles et moyens en Afrique, en Asie et même en Amérique latine, qui sont confrontés actuellement à une double charge de mortalité. Il y a les maladies contagieuses qui les touchent férocement et les maladies chroniques non transmissibles qui insidieusement tuent notre population et également la malnutrition. Les facteurs de risque et de maladies non transmissibles comme l'obésité et le surpoids qui touchent également les pays riches. On estime que le cancer coûte annuellement à l'Amérique latine, et cela peut être extrapolé aux autres régions du monde, 4,5 milliards de dollars par année en coûts directs, consultation médicale, études, diagnostics, traitements, médicaments, hospitalisation, soins palliatifs, etc. Et en coûts indirects, coûts de transfert, d'hébergement, perte de journée de travail et perte de productivité. Cet argent pourrait être utilisé à des politiques sociales qui apporteraient une meilleure qualité de vie à la population, plus d'éducation, plus de santé, plus de logements décents pour tout le monde. Ce n'est peut-être pas très sympathique de mentionner cela, mais cela relève d'une réalité qu'il faut transformer, car si on n'adopte pas de mesures immédiatement, d'ici à 2030, il y aura 1 million de Latino-Américains qui chaque année mourront du cancer, ce qui représentera 7 millions au niveau mondial qui mourront de cancer, une maladie que l'on peut prévenir et qui, si elle est diagnostiquée à temps, peut être soignée. Donc, chaque année, le cancer
tuera plus de monde que la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes face à une pandémie très grave et il faut que nous en prenions conscience, car c'est malheureusement la réalité. Une pandémie telle que l'humanité n'en a jamais connue. Mes chers amis, la vie est précieuse, elle n'a pas de prix. Pour affronter et inverser l'augmentation de la morbidité et de la mortalité due au cancer et d'autres maladies non transmissibles, il est nécessaire d'adopter des décisions politiques et de mettre en place des stratégies systémiques pour réduire la pauvreté, pour générer de l'inclusion sociale, pour promouvoir l'éducation, pour encourager des modes de vie sains, pour renforcer des systèmes de santé intégrés, notamment des programmes nationaux de prévention primaire, de détection précoce, de diagnostic précoce également, de traitement, de réhabilitation et de suivi de ces maladies à long terme. En ce qui concerne les modes de vie sains subventionnés, cela signifie activité physique, sport, régime sain, pour lutter contre la croissance exponentielle et nocive des aliments ultra transformés. Contrôle du tabagisme, je le répète, contrôle du tabagisme, de l'alcoolisme et de la consommation de drogue. Nous avons l'expérience qui nous permet de dire qu'il est indispensable d'intégrer notre politique en ce qui concerne le tabac et l'alcool aux politiques sur les drogues. Ce n'est pas simple. Nous le savons, mais cela est possible. On peut réguler ces marchés sans aucune prohibition dogmatique, en respectant les droits des personnes et en appliquant le facteur de souveraineté des États et de progrès de la société qu'est la santé publique. Et surtout, et je le répète, la lutte contre le tabac et contre son vecteur. Et le vecteur du tabagisme, ce ne sont pas les oiseaux, les rats, les moustiques, c'est l'industrie multinationale du tabac qui ne connaît absolument aucune envie, qui ne s'inquiète pas de tuer ses clients parce qu'elle est lancée dans la quête du profit. L'Uruguay est un leader mondial pour la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Depuis janvier 2014, nous avons adopté une loi de contrôle et de réglementation du cannabis et nous sommes en train de mettre en place le contrôle de l'alcoolisme et éventuellement d'une tolérance zéro dans certains cas et circonstances déterminées. Enfin, toujours sur le même sujet, aucun acquis ne peut être consolidé tout seul. Pour tout, on a besoin de la sensibilité, de la détermination et de la persévérance de tous les gouvernements et de toutes les populations du monde. En matière de coopération internationale, nous ne partons pas de zéro. Il existe déjà des modalités de cadre institutionnel et de très nombreux projets en cours d'exécution. Alors on pourrait nous dire qu'on pourrait améliorer la mise en œuvre des premiers et les progrès des seconds, bien sûr, mais avant d'en inventer d'autres, utilisons mieux ce que nous avons. Pour cela, on a besoin de plus de ressources humaines, matérielles et financières. Mais il y a une ressource sans laquelle les ressources précédentes, tout abondantes qu'elles soient, resteront toujours insuffisantes. J'ai nommé la ressource qui s'appelle volonté politique. Et la volonté politique, en l'occurrence, c'est une question d'éthique plus qu'un dilemme idéologique. Ce n'est pas une question d'être de droite ou d'être de gauche. Cela n'est pas éthique, mesdames et messieurs, que dans certaines circonstances, des tribunaux d'organismes multinationaux puissent accorder la priorité à des aspects commerciaux sur la défense d'un droit humain fondamental qui est celui de la santé et à la vie. Et c'est de cela qu'est victime l'Uruguay. Nous avons une grande multinationale du tabac, je ne vais pas la citer, Philip Morris, qui a engagé des poursuites internationales contre l'Uruguay qui applique la Convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé.
L'Uruguay se trouve dans une telle situation. Peut-être parce que nous sommes un petit pays, c'est pour cela que nous avons été choisis pour ces poursuites. Peut-être pas seulement pour que cette compagnie de tabac nous sanctionne, mais pour montrer aux autres pays qu'il ne faut pas qu'ils s'engagent sur la même voie que l'Uruguay, qui cherche à améliorer la qualité de vie de sa population. Invoquer l'éthique au XXIe siècle peut sembler naïf ou anachronique, mais la réalité pointe l'inverse. Comme je le disais précédemment, il suffit de regarder les nouvelles de ces dernières semaines pour constater que, pour certains aspects, qui ne sont pas du tout insignifiants, bien entendu, le monde ressemble un peu trop à un asile psychiatrique administré par ses propres patients. C'est terrible. Mais l'humanité, si elle veut survivre et si elle veut progresser en tant qu'humanité, ne peut pas se résigner à ce qui est terrible. Nous ne pouvons pas nous résigner à la guerre, nous ne pouvons pas nous résigner à l'humiliation que connaissent les pauvres qui parfois n'ont même pas de quoi manger. Et ni à l'émotion de voir un enfant syrien mort sur une plage turque. Mes chers amis, l'Uruguay parle pour ce qu'il est, un pays d'Amérique latine. Et nous, en tant que latino-américains, en cette circonstance, nous ne pouvons passer sous silence trois situations qui sont remarquables dans notre région actuellement. Premièrement, le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Un pas indispensable pour le processus de normalisation des relations bilatérales entre les deux pays. Nous nous félicitons de cette initiative et même si nous n'ignorons pas la complexité du processus qui s'est engagé, nous avons confiance dans son succès et surtout pour ce qui constitue l'élément clé du processus, la levée du blocus économique, commercial et financier que le gouvernement des États-Unis a imposé à Cuba pendant plus de 50 ans. Comme par le passé, l'Uruguay votera oui au projet de résolution que cette Assemblée générale examinera et qui visera à demander la fin de l'embargo. Je formule le vœu que cela soit la dernière fois que l'Assemblée générale de l'ONU ait à se prononcer sur cette question. Deuxièmement, la tension que l'on observe depuis quelques semaines à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Nous exhortons à un dialogue serein, respectueux et franc entre les gouvernements de ces deux pays frères afin qu'ils trouvent une solution à cette situation qui porte essentiellement préjudice au peuple des deux pays et plus particulièrement à ceux qui sont les moins protégés et les plus vulnérables sur le plan social. Troisième point, et on vient de nous en parler, le dialogue de paix en Colombie, autre processus très complexe mais décisif pour ce pays frère et pour toute notre région. Nous sommes favorables à ce processus et nous sommes à disposition pour coopérer avec ce processus au terme que nous demanderons nos homologues. L'Uruguay n'est pas omnipotent, ne prétend pas être omniprésent ni infaillible, mais par contre l'Uruguay n'est pas indifférent. En 2008, mes chers amis, notre pays a présenté officiellement sa candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent pour la période 2016-2017. Si nous l'avons fait, c'est parce que nous sommes engagés dans cette organisation dont nous sommes membres fondateurs, parce que nous avons misé sur le droit international et sur le multilatéralisme, parce que nous refusons de façon déterminée toute forme de terrorisme et de discrimination, parce que nous sommes convaincus que les seuls moyens de régler des conflits sont les moyens pacifiques établis par la Charte des Nations Unies et parce que nous avons confiance dans la valeur du travail que réalise le Conseil de sécurité pour s'acquitter de sa fonction essentielle qui est le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
L'Uruguay a contribué à la paix et à la sécurité internationale grâce à son engagement concret et permanent dès avant la création des Nations Unies, qui ne s'est jamais démenti au cours des 70 années de la trajectoire de cette organisation et qui se manifeste aujourd'hui par sa participation aux opérations de maintien de la paix dont le mandat émane précisément du Conseil de sécurité. Nous souhaitons modestement apporter nos valeurs, nos engagements, notre travail en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pendant la période 2016-2017. Nous ne doutons pas que vous nous appuierez pour pouvoir vous en rendre compte. Nous ne vous décevrons pas. Merci. En nombre de la Asamblea General, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République orientale de l'Uruguay pour son allocation et je prie les représentants de bien vouloir rester à leur place alors que nous prenons congé du président.